Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les titres. Le mouvement pour le retrait du Mali à la CEDEAO a été reçu par le Premier ministre à la primature. Pour la promotion de l'islam, une nouvelle mosquée a vu le jour à Daoudabougou, dénommée Mosquée Kalilou Rahman. À Kigali, en Rwanda, Emmanuel Macron tente une réconciliation à haut risque. Comme annoncé dans les titres, le mouvement pour le retrait du Mali de la CEDEAO a remis la copie de sa déclaration au Premier ministre, au chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Les manifestants réclament une transition de 5 ans, la nationalisation des entreprises françaises existantes au Mali. Suivons la réaction du Premier ministre. La deuxième revendication de notre peuple, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Cette lutte, elle est engagée. Je crois qu'avec le soutien du peuple, il va falloir l'accélérer aussi. On se rappellera que l'étincelle a été mise aux poudres à la fin des élections législatives de mars-avril 2015. Donc le peuple exige, troisième exigence, un organe unique pour minimiser le risque de contestation des élections. Nous avons ensuite la quatrième exigence de notre peuple, c'est le besoin de réformes profondes, reportées depuis 20 ans. Il se rappellera que la CEDEAO, après la crise politique post-électorale de 2018, a envoyé une mission ici, dirigée par le ministre nigérien des Affaires étrangères. Et à la fin de cette mission, la CEDEAO a acté dans un rapport, octobre 2018, que le gouvernement ne doit plus organiser d'élections sans faire les réformes. Curieusement, c'est la même CEDEAO qui nous dit aujourd'hui de faire les élections sans les réformes. Et enfin, la cinquième demande ou exigence du peuple malien, c'est l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation dans le sens ou en prenant des précautions pour qu'aucun acte ne soit posé qui peut conduire à la partition du Mali à moyen et long terme. Voilà les revendications principales. Aujourd'hui, le président de la transition et tous les hommes qui sont autour de lui, avant de quitter une telle organisation, il faut prendre toutes les précautions. Il ne faut pas aller en contradiction avec la doctrine politique du Mali depuis longtemps. Je parle de gravité parce qu'aujourd'hui notre peuple est meurtri. Notre peuple est touché dans sa dignité, dans sa souveraineté. Parce qu'en vérité, à travers la CEDEAO, il y a certains qui veulent remettre en cause la souveraineté de l'État malien. Et je sais que ça blesse les Maliens. Et malgré la colère, je vous demande de donner du temps au président de la transition. Il est aujourd'hui en train de gérer beaucoup de dossiers stratégiques. Mais ce message, je suis sûr qu'il l'a entendu. Il va l'entendre, nous l'avons entendu et le gouvernement ne va pas faire comme si rien ne s'est passé. Pas du tout. Et je crois qu'au niveau de la CEDEAO, ils savent que les lignes vont bouger. Parce que quand on dit qu'on est prêt à laisser une partie de notre souveraineté pour construire l'unité africaine, il faut que ça soit construit sur des bases saines, dans l'intérêt des Africains, mais pas contre les Africains. Or aujourd'hui, l'embargo très clairement vise à punir le peuple malien et à renverser le régime de la transition. Il n'y a pas de calcul derrière. Changer le régime, punir les Maliens. Or, ce n'est pas la vocation de la CEDEAO. Et c'est pour ça que dans les heures à venir, nous allons adresser au président de la Commission de l'Union africaine, au secrétaire général de l'ONU, au monde entier, une déclaration pour dire ceci. Qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus dans son rôle. Elle est en train de violer les principes fondateurs de cette organisation. L'embargo n'est prévu dans aucun texte de la CEDEAO. Le hold-up sur les ressources financières et les circuits financiers du Mali n'est prévu dans aucun texte, pas dans les statuts de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest.
Pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leurs devoirs religieux, une nouvelle mosquée a été inaugurée ce 1er avril 2022 à Daoudabougou. L'inauguration de la mosquée Khalilou Rahman a enregistré la présence de plusieurs fidèles musulmans. Reportage au Abdou Ouattara et Alpha Koné. La prière du vendredi est une prière exceptionnelle dans la religion musulmane. C'est pourquoi la mosquée Khalilou Rahman de Daoudabougou a ouvert ses portes pour les prières du vendredi. Le chef du quartier de Daoudabougou a salué les fidèles musulmans du Mali. Il a aussi demandé aux musulmans de prier pour le retour de la paix au Mali. Je suis très heureux, je salue les fidèles musulmans du Mali. Je salue tous les acteurs de la religion musulmane du Mali. Nous remercions le bon Dieu. Le Mali est un pays musulman. Nous prions le bon Dieu d'apaiser la tension sociale à cause de l'ouverture de cette mosquée. Que Dieu donne un esprit de bonté à nos dirigeants. La mosquée est la maison de Dieu et c'est un endroit sacré pour les musulmans. C'est aussi un endroit pour les musulmans d'invoquer le nom de Dieu pour trouver une solution à leurs problèmes. Nous sommes des esclaves de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous guider sur le droit chemin. La mosquée est la maison de Dieu. Aucun espace sur terre n'est égal à la mosquée. La mosquée est l'endroit où les musulmans cherchent des solutions à leurs problèmes. Les musulmans se retrouvent dans la mosquée et travaillent avec les idées du Tout-Puissant. La mosquée a d'énormes avantages sans limite. Des bénédictions ont été formulées pour la paix et la quiétude au Mali. Donc, c'est la La mosquée est aussi l'endroit où les fidèles musulmans se guident sur le droit chemin. La mosquée a d'énormes avantages sans limite. Nous demandons à Dieu d'exaucer toutes nos prières et d'apaiser notre pays dans ce mois béni du Ramadan. Que Dieu nous donne la force d'avoir pitié l'un envers l'autre et que la solidarité soit mutuelle. La cérémonie d'ouverture a été clôturée par des séances de bénédiction pour le Mali ainsi que pour tous les musulmans. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé un atelier portant sur le dialogue politique, sur le processus d'intégration de la dimension genre dans la relance post-Covid-19, identifier les priorités et les pistes d'action concrètes pour l'intégration du genre dans les plans et les efforts de relance budgétaire post-Covid-19 au regard des bouleversements des priorités de dépenses ayant suivi de la Covid-19. Tel était l'objectif du dit atelier. Cette cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Abdoulaye Traoré. Lors de son discours, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a rappelé l'attention particulière que portent les plus hautes autorités à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles des femmes, et de la prise en compte de la dimension genre dans l'ensemble des politiques publiques. Les effets de l'intégration du genre dans des politiques publiques sur la réduction des inégalités et de cette derrière sur la stabilité politique et sociale ne sont plus à démontrer, a déclaré M. Abdoulaye Traoré. En dépit de toutes les contraintes liées aux sanctions économiques et financières prises par la CEDEAO contre le Mali et l'évolution du contexte international marqué par des répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le prix du pétrole, qui se traduit par des prévisions de croissance qui passent de 5,3% à 4,2%. Des mesures seront prises afin d'atténuer les effets négatifs de la pandémie sur les femmes pour accroître les ressources affectées à l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Le ministre de l'Économie et des Finances attache un prix à ces mesures car le Mali a plus que jamais besoin de relancer la croissance de son activité économique pour faire face aux grands défis de l'heure. Et cette croissance ne saura être durable si la moitié de la population et 30% de la main-d'œuvre reste à l'écart. Pour atténuer ces effets et traduire en réalité les priorités des politiques publiques du gouvernement, j'invite les acteurs du processus budgétaire à privilégier une réallocation interne des ressources qui leur sont allouées. Ainsi, chaque centaine dépensée devrait contribuer à satisfaire les besoins des femmes et des hommes, des filles et des garçons, de manière inclusive.
a expliqué le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Organisé dans le cadre du projet d'adoption de plans de relance budgétaire et d'efforts de relance sensibles au genre en réponse aux crises sanitaires et économiques COVID-19, initié par ONU Femmes et mise en œuvre au Mali par le ministère de l'économie et des finances à travers la cellule technique de coordination du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui en assure la coordination, et la direction générale du budget qui constitue l'ancrage technique en partenariat avec le bureau pays d'ONU Femmes. Cet atelier a été organisé sous forme d'un panel composé de divers acteurs, services publics, partenaires au développement, organisations de la société civile, afin d'aborder le sujet sous plusieurs perspectives, simultanément en présentiel et virtuellement sur la plateforme Zoom. Avant de lancer les travaux, M. Abdoulaye Traoré a remercié l'ensemble des partenaires, plus particulièrement la représentante résidente de ONU Femmes pour leur accompagnement constant, ainsi que les différents services techniques de l'État, les personnalités mobilisées et engagées sur les problématiques de genre au Mali. La finale de la 3e édition de la Coupe Massina Dambé s'est déroulée ce 1er avril 2022 à Massina sous le regard de plusieurs ressortissants de la zone et les sédentaires de la localité. La finale opposait FC Wolof-Bogo à l'Union sportive d'Amdalaï et Missira. Le FC Wolof-Bogo a remporté le trophée à valeur de 500 000 francs CFA et son adversaire s'est contenté avec les 300 000 francs CFA. Nos envoyés spéciaux, Yacouba Kamara et Moussa Diallo. Coupe Massina Dambé, 3e édition. Massina Dambé est une association de jeunes cadres, fonctionnaires et commerçants qui sont de Massina. Ces jeunes ont eu l'idée de réunir la jeunesse à travers l'organisation de cet événement, notamment le sport. Cette coupe est à sa 3e édition, dont le thème retenu pour cette année est la refondation, facteur de développement et la cohésion sociale. 9 grandes équipes du cercle de Massina et plus quelques équipes de la ville de Ségou ont pris part à cette 3e édition, dont la finale opposait 2 équipes de la ville de Massina, qui sont le FC Wolof-Bougou vêtu en bleu et celle de l'Union sportive d'Amdalaï et Missira vêtue en orange. C'est devant une foule nombreuse que le préfet du cercle a donné le coup d'envoi. Après le coup d'envoi, les 2 équipes se sont montrées plus méfiantes en criant des orations de part et d'autre. Score final, 0 but partout. Place maintenant au tir au but. Des numéros 15 et numéro 5 de la part de l'Union sportive d'Amdalaï et Missira. C'est ainsi que le FC Wolof-Bougou gagne le trophée, plus 500 000 francs. Et le deuxième, qui est l'Union sportive d'Amdalaï, gagne 300 000 francs. Après la remise des trophées, le préfet s'est dit satisfait. Mes impressions est que je suis très heureux en tant qu'autorité de voir que des jeunes qui se sont mobilisés, quand même, c'est des jeunes volontaires qui sont mobilisés quand même pour mettre en place cette coupe qui est à sa 3e édition. C'est le lieu pour moi de les remercier, les membres de la commission, les présidents, tous les membres de la commission pour cette initiative et qui a eu quand même l'accompagnement de toutes les autorités et de tous les responsables, de tous les sponsors du cercle de Massina par rapport à cette compétition. Quant au maire de Kokri, il faut ce genre d'événement pour plus de cohésion entre la jeunesse de Massina en particulier et celle de Ségou en général. Je suis très ému parce que dans les années 70, les 11 communes de Massina s'organisaient pour les festivités footballistiques. Mais maintenant, ce n'était pas le cas jusqu'à ce que ces jeunes organisent ce tournoi qui est à sa 3e édition. Je remercie l'ensemble des organisateurs et les encourage à plus de sensibilisation. Le président de la commission d'organisation salue l'engagement de la jeunesse pour la réussite de cette 3e édition. Choisi parce que vraiment on a choisi ce thème compte tenu de la situation qui traverse notre pays et le changement que les autorités font. Sans la refondation, le pays ne peut pas se relever. Ensuite, on dit que Massina est une zone rouge alors que la jeunesse de Massina vit en pleine communion. Place maintenant à l'actualité internationale.
En Algérie, 60 détenus militants ou journalistes ont été libérés en l'espace de 2 jours. Ates Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. La cadence s'est un peu ralentie dans l'après-midi de jeudi 31 mars, à la grande déception des familles regroupées devant les portails des différents établissements pénitentiaires du pays. La procédure d'élargissement des détenus d'opinion lancée le 30 mars a concerné pour l'instant des prisons implantées dans 13 vilayas, à savoir Alger, Tizi, Ouzou, Tlemcen, Ouargla, Djidjel, Blida, ainsi que d'autres villes. Des décisions qu'aucune annonce officielle n'est venue étayer. Même les avocats des prisonniers ne voient pas d'explication juridique à ces libérations. Faut-il y voir un effet de la visite le 30 mars à Alger du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lequel a abordé la question des libertés lors de son déjeuner avec le président algérien. Mystère quoi qu'il en soit, les organisations et militants des droits de l'homme ont été pris de court. En Côte d'Ivoire, le 31 mars, 2 réunions du PDCI convoquées par 2 cadres du parti ont eu lieu presque simultanément dans un contexte de rivalité interne, exacerbé par les réformes lancées par Henri Kounabé, président du parti. C'est en fanfare que les participants à la rencontre convoquée par Georges Félicia et Saleh sont accueillis au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Les cadres sont surtout venus écouter le secrétaire exécutif en chef adjoint, chargé des délégations et des sections, ainsi que des relations avec les partis publics nationaux. Pour lui, c'était un grand jour. Pendant presque 1 mois, il a coordonné l'envoi de missions à travers le pays. Celles-ci ont rendu visite à 351 des 357 délégations qui comptent le parti. Cette tournée, c'est l'une de ses premières missions d'envergure depuis que le président du parti, Henri Kounabé, l'a nommé à son poste en novembre dernier. Le bilan est satisfaisant, affirme l'un des chefs de mission. C'était l'occasion de prendre le pouls du personnel politique avant le congrès du parti qui devrait se tenir en octobre. L'Afrique selon Macron. Le 27 mai 2021, le président français arrive dans la capitale rwandaise soucié d'apaiser enfin la relation délétère entre Paris et Kigali. Ce dossier empoisonné, il a hérité des années. Mitterrand et longtemps, celui-ci a été alimenté par la controverse autour du rôle de la France dans les génocides contre les Tutsis. C'est par cet marxisme que commence le discours prononcé par Emmanuel Macron après son arrivée à Kigali au mémorial de Gizozi, dédié aux victimes du génocide commis en 100 jours contre 1 million de civils tutsis exterminés à raison de leur naissance. Le président français a choisi d'emprunter au Kinyarwanda la première phrase de son discours, traduite pour l'occasion seule. Celui-ci qui a traversé la nuit peut la raconter. Quelle fut laborieuse l'écriture de cette allocution sensible prononcée dans ces sanctuaires où reposent plusieurs milliers de dépouilles anonymes des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis d'avril à juillet 1994. Durant une partie de la nuit, il a retravaillé son texte avec ses conseillers, témoigne un protagoniste présent dans l'avion présidentiel qui rallie Paris à Kigali. Outre les officiels et chefs d'entreprise conviés dans la délégation française, 2 personnes que tout semblait opposer assises à quelques rangées d'écart. Illustre le renversement de situation qui est alors en train d'accoucher d'une relation renouvelée entre Paris et Kigali. La Tunisie critiquée par Washington, la décision présidentielle d'en finir avec le Parlement gelé depuis le 25 juillet pourrait isoler un peu plus le pays sur la scène internationale. Un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle, y compris un Parlement élu, est essentiel à la gouvernance démocratique et garantira un soutien généralisé et durable aux réformes nécessaires pour aider l'économie tunisienne à rebondir. La déclaration est de Ned Price, porte-parole du département d'État américain, formulée lors du point quotidien de la Maison-Blanche le 31 mars. Elle traduit la position de Washington quant à la dissolution la veille de l'Assemblée des représentants du peuple décidée par le président tunisien Kais Saied et aux poursuites engagées contre les députés pour atteinte à la sécurité de l'État. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Niata TV.